Imaginez une dispute de famille. Une dispute qui dégénère au point de faire trembler tout un gouvernement et même de mettre en cause un président. C'est ça l'histoire complètement folle de l'affaire Bettencourt. Un scandale où l'argent, le pouvoir et les secrets de famille finissent par se mélanger dans un cocktail explosif. Jamais un sou. C'est clair, net, précis. C'est la défense de Nicolas Sarkozy. Absolue. Face aux rumeurs, l'ancien président, il trace une ligne dans le sable. Pour lui, le débat est clos. Sauf que, comme on va le voir, ce n'était en fait que le tout début. Alors la question, elle est simple, comment ? Comment est-ce qu'on passe d'un démenti aussi formel à une mise en examen ? C'est cette contradiction qui est au cœur de tout. Allez, on va essayer de démêler ensemble les fils de ce qui est devenu un véritable feuilleton politico-judiciaire qui a captivé toute la France. On commence par le plus spectaculaire, forcément. Le moment où un ancien président de la République se retrouve dans le viseur de la justice, et pas pour n'importe quoi. Le terme juridique exact, c'est abus de faiblesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire qu'on vous accuse d'avoir profité de quelqu'un de vulnérable, que ce soit à cause de son âge, de sa santé, pour en tirer un avantage personnel. C'est vraiment le concept central pour piger tout l'aspect judiciaire de cette affaire. Mais attendez, avant d'arriver au juge, au ministre et au président, il faut revenir en arrière, bien avant. Parce que cette histoire, elle ne naît pas dans les couloirs du pouvoir. Non, elle naît dans l'intimité d'une famille. Et pas n'importe laquelle, la famille la plus riche de France. On est donc au point de départ. Une affaire de famille. Une querelle qui, normalement, n'aurait jamais dû sortir des murs d'un hôtel particulier parisien. Sauf que cette querelle, c'est l'étincelle qui va mettre le feu à la poudrière nationale. Alors, qui sont les protagonistes de ce drame ? D'abord, il y a la matriarche, Liliane Bettencourt, l'héritière de L'Oréal. Ensuite, sa fille unique, Françoise, qui s'inquiète pour sa mère et pour, disons-le, la fortune familiale. Et puis, il y a le troisième homme, François-Marie Bagné, un artiste, un photographe, mais surtout un ami très très proche de Liliane. Un ami qui reçoit des cadeaux, disons, extravagants. Voilà le cœur du conflit. D'un côté, on a la fille qui dit « Je veux juste protéger ma mère ». Son entourage profite d'elle. De l'autre, la mère qui rétorque « C'est ma vie, c'est mon argent, laissez-moi tranquille avec mes amis ». Deux visions qui s'affrontent. Et c'est là que tout bascule, quand Françoise, la fille, décide de porter l'affaire en justice contre Bagné pour abus de faiblesse. Bon, à ce stade, ça reste une affaire de famille. Certes, une affaire de famille très riche, mais une affaire privée. Sauf qu'un élément totalement imprévu va entrer en scène. Et c'est cet élément qui va faire exploser l'affaire et la transformer en scandale d'État. Cet élément, c'est un homme, le majordome de Liliane Bettencourt. Apparemment, il s'inquiète de ce qu'il entend chez sa patronne. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il cache un petit dictaphone et il enregistre tout. À l'insu de tous, bien sûr. Et ces enregistrements, ils ne vont pas rester secrets très longtemps. Ils atterrissent dans les rédactions des journaux. Et là, c'est la bombe. Tendez l'oreille. On entend le gestionnaire de fortune Patrice Demestre dire « Il ne faut pas qu'on se fasse prendre avant Noël ». Se faire prendre. On sent bien la panique, non ? Ces quelques mots, ils sont terribles pour eux. Parce qu'ils prouvent non seulement qu'il y a des comptes cachés, mais qu'il y a une vraie volonté de dissimulation. Et de l'argent, il y en a. Beaucoup. Les enregistrements parlent d'environ 100 millions d'euros. 100 millions, dissimulés en Suisse. Là, on change complètement de dimension. Ce n'est plus juste un conflit mère-fille. C'est une affaire de fraude fiscale à très très grande échelle. Et c'est précisément là que la politique entre en jeu. Parce que dans ces conversations enregistrées, on ne parle pas que d'argent. On parle aussi de politique. On cite des noms, on évoque des rendez-vous, des liens qui deviennent soudainement très très gênants pour le pouvoir en place. Et puis, il y a le témoignage choc, celui de l'ex-comptable, Claire Thibout. Elle va raconter un mécanisme très précis. Du cash retiré des comptes suisses, une enveloppe de 150 000 euros qu'on lui aurait demandé de préparer pour une destination précise, le financement de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy via son trésorier Eric Woerth. Et c'est là que ça devient complètement fou. Parce que ce fameux Eric Woerth, à ce moment-là, il est aussi ministre du budget. C'est-à-dire que le monsieur antifraude de la France est accusé de recevoir de l'argent liquide non déclaré provenant d'une fraude fiscale présumée. Le conflit d'intérêts est juste énorme. La situation devient politiquement intenable. Comme si ça ne suffisait pas, l'ambiance devient encore plus pesante. Des journalistes qui bossent sur l'affaire se font cambrioler. Et c'est étrange, parce qu'à chaque fois, on ne vole que leurs ordinateurs, rien d'autre. Alors simple coïncidence ou est-ce qu'on essaye de les faire taire ? La question se pose, évidemment. Et après tout ça, c'est parti pour des années, une véritable saga judiciaire. On parle de presque une décennie de procédures, de procès, de rebondissements, un vrai labyrinthe juridique qui va rendre la conclusion de l'histoire très très compliquée à suivre.
Si on regarde les dates clés, on voit bien le parcours du combattant. 2010, les enregistrements fuitent, c'est l'explosion. Très vite, Eric Woerth doit démissionner. En 2013, coup de tonnerre, Nicolas Sarkozy est mis en examen. Mais ça ne dure pas. Et au final, on le verra, les principaux acteurs politiques s'en sortiront sans condamnation. Alors, au final, que dit la justice pour les politiques? Eh bien, c'est simple. Pour Nicolas Sarkozy, c'est un non-lieu, ce qui veut dire qu'on abandonne les poursuites. Pour Eric Woerth, c'est une relaxe. Donc, d'un point de vue strictement légal, le volet politique de cette affaire se termine sans aucune condamnation. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de condamnation que l'affaire n'a pas eu d'impact. Bien au contraire, cette une du Monde, à l'époque, le montre bien. Il y avait une vraie crise de confiance. Les gens se demandaient si la justice était vraiment indépendante. Et une pression énorme a été mise pour que des juges vraiment indépendants prennent le dossier en main. Donc même sans condamnation politique, on peut le dire, l'affaire a laissé une vraie cicatrice. Une cicatrice sur le visage de la politique française, mais aussi sur la société dans son ensemble. Et cet héritage, quel est-il? Eh bien, l'affaire a mis sur la table des questions fondamentales, des questions sur l'indépendance réelle de nos juges, sur les liens parfois opaques entre les grandes fortunes et le monde politique. Et puis, elle a aussi lancé un grand débat sur la liberté de la presse et la protection des journalistes qui osent enquêter sur ces sujets. Et toutes ces questions, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Au bout du compte, que faut-il retenir de toute cette histoire? On est parti d'une dispute de famille, on a fini par mettre à jour les fragilités de tout un système. La vraie question, c'est de savoir si on a vraiment tiré les leçons de tout ça. La réflexion reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage.